Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. L'insécurité persiste toujours selon des habitants du Mali et cela 13 mois après le sommet de Pau. Aujourd'hui, le sommet de N'Djamena a pris fin qui abordait la question de la force G5 Sahel et nous allons en débattre par rapport aux conclusions de ce débat. Nos invités sont Bakabini Keïta, enseignant-chercheur à l'ENSUP, spécialiste en philosophie politique et Abba Kassambara, coordinateur de G-Vive Mopti est au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, les travaux du sommet du G5 Sahel ont pris fin aujourd'hui à N'Djamena au Tchad. Nous allons écouter d'abord ce papier de Studio Tamani qui nous donne quelques-unes des conclusions de ce sommet qui a eu lieu hier et aujourd'hui. Parmi ces annonces, l'envoi de 1200 soldats tchadiens dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour le président tchadien Idriss Déby Itno. En plus de la stratégie militaire pour combattre les terroristes, il faut former les armées, favoriser le développement des régions où se sont installés les terroristes pour y faciliter le retour de l'État et de ses institutions. De son côté, l'Alliance Sahel, qui regroupe 25 contributeurs au projet de développement au Sahel, a aussi annoncé des ressources additionnelles. On est arrivé à mobiliser 3 milliards d'euros de ressources supplémentaires. C'est aussi un symbole clair de la priorité que la communauté internationale donne à ses partenaires au Sahel, a déclaré Arantxa González Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères, présidente de l'Alliance. Ces annonces interviennent au moment où des Français souhaitent voir les pays de la région du Sahel assumer le relais militaire mais aussi politique. Mais selon le président français, réduire la présence française fragiliserait davantage les États du Sahel. Il faut signaler que les présidents du Ghana et du Sénégal ont pris part à la rencontre. Alors, à l'issue de ce sommet de N'Djamena en matière de lutte contre le terrorisme, les chefs d'État se sont félicités des résultats enregistrés face aux groupes armés terroristes depuis le sommet de Pau. Est-ce que les populations du Mali sont d'accord avec ce bilan? Nous allons au nord du Mali pour écouter des réactions de certains habitants, notamment de Niafenké, sur ce qu'ils pensent du bilan de cette force G5 Sahel. Le G5 Sahel, là, c'est quoi même? On est en train de dire que c'est une force sur la bande sahélo-sahélienne, mais qu'on ne voit même pas, on ne sait même pas ce qu'ils font. Les mots G5 Sahel, là, nous, on a tendance même à oublier. G5 Sahel, c'est des forces qui vont émerveiller les populations du Sahel. Depuis sa création, sa mise en place, on entend parler de G5 Sahel. Nous pensons que G5 Sahel serait la solution adéquate, la solution idéale pour la sécurité totale de notre Sahel. Mais depuis sa création, nous ne voyons aucun impact du G5 Sahel en ce qui concerne le nord du Mali. On ne peut pas agir comme nous le souhaitons, mais nous constatons dans ce dernier temps qu'il y a un changement dans le travail du G5 Sahel. Pour nous, il n'existe même pas. Monsieur Bakabini Keïta, les chefs d'État et les habitants en tout cas du Mali, une partie des habitants du Mali semblent ne pas avoir le même bilan concernant la force G5 Sahel. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Bon, écoutez, je pense que dire qu'aujourd'hui il y a une avancée notoire, ça aussi, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. On est dans la diplomatie, mais si on vient aussi à la réalité, dire que le G5 Sahel n'existe pas ou ça n'a rien servi, je pense aussi que ça c'est un tout petit peu abusé. Enseignant que je suis, je me situerai entre les deux positions pour dire que peut-être qu'il y a des difficultés depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Difficultés par rapport au nombre de soldats qui devaient être mobilisés, difficultés par rapport aux moyens aussi qui devaient être donnés à ces militaires pour en tout cas faire le travail, accomplir la mission qui leur est demandée. Je pense que le problème se situe à ce niveau, c'est peut-être que ce sont ces moyens-là qu'il faut améliorer, c'est le nombre de militaires qu'il faut augmenter, quoi. Et je comprends bien le désespoir ou à la limite le pessimisme des populations parce que je pense que si elles disent ça, c'est parce que toujours l'insécurité persiste et elle continue à faire
des dégâts énormes à la fois sur le plan matériel que sur le plan humain. Nombre de militaires qu'il faut augmenter. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le problème se situe à ce niveau, un problème d'effectif? Oui, il y a parce que la zone, elle est vaste, elle est assez vaste. Donc, peut-être que si on prend les chiffres, on va dire que c'est beaucoup. Mais comparativement à la zone géographique qui est concernée par le terrorisme, je pense qu'on peut dire également que le nombre de militaires déployés n'est pas aussi nombreux, n'est pas aussi que ça, quoi. Donc là où je dis qu'il faut... Peut-être les chiffres qui sont, par exemple, le nombre de militaires qui étaient prévus pour être déployés, en tout cas dans le cadre du G5 Sahel, ce nombre est loin d'être atteint. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faudrait peut-être augmenter aussi, quoi. D'accord. Abaka Sambara, vous êtes le coordinateur de GVIF Mopti. Mopti qui est une des régions touchées par l'insécurité dans le pays. Alors êtes-vous d'accord, vous, avec le point de vue des chefs de l'État qui se sont retrouvés à N'Djamena, qui également se sont félicités des résultats enregistrés face aux groupes armés terroristes? Est-ce que vous félicitez de ce bilan? Bon, je vais prêter le mot à mon co-débatteur, M. Keita, pour dire que c'est vraiment diplomatique. Sans quoi, sur le terrain, j'ai rejoint les frères du Nord qui disent ne pas sentir la présence et ne pas savoir même ce qui fait le G5 Sahel. Et là, c'est une triste réalité, qu'il faut le dire. Ici, surtout ce que nous voyons, c'est les forces de défense maliennes et la MINUSMA, les forces de sécurité de la MINUSMA et ceux de la Barkhane que nous voyons circuler. Mais nous ne voyons pas physiquement sur le terrain les forces du G5 Sahel. Donc, quand ils disent qu'ils n'en ont pas connaissance, donc pour moi, ils n'ont pas tort. Maintenant, pour revenir à votre question, le satisfait du bilan face aux partenaires, peut-être qu'ils n'ont pas eu d'autres mots que de dire ça. Sinon, mais ils l'ont bien déterminé. Ils disent que par la détermination des forces de défense engagées sur le terrain. C'est vrai. Et la résilience croissante des populations. Finalement, pour nous, c'est un mirage, quoi, cette force du G5 Sahel. Vraiment, c'est un mirage parce qu'on avait tellement plus d'espoir, surtout nous, à Mopti ici. Et si vous voyez, les positions des G5 ont été carrément toujours les plus meurtrières. En parlant de Boulikessi et autres, là où ils étaient, parce qu'ils devaient normalement occuper les zones frontières. Pas plus tard qu'avant-hier ou hier, la zone frontière de Ndjoura, dans le cercle de Ténékou, où on avait senti l'accalmie il y a longtemps, on arrive quand même à ressurgir le truc. Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans la région de Mopti, elle est vraiment grave. L'État se sert de plus en plus sur les trucs. Quand vous êtes sur le lieu, vous pouvez le savoir. Mais nous saluons et remercions quand même plutôt nos forces de défense et de sécurité dont nous voyons et constatons l'engagement du jour au lendemain que la force du G5 Sahel, vraiment qui n'existe plus pratiquement sur nous ici. Mais les opérations, notamment les patrouilles que vous constatez sur le terrain, souvent, n'est-ce pas une coopération entre les forces, les armées nationales, en ce qui concerne le Mali, les FAMA et Barkhane, et ainsi que la force G5 Sahel? Oui, effectivement, comme on l'a dit, d'après ce que nous avons compris par rapport au G5 Sahel, c'est de gérer au moins les flux terroristes au niveau des frontières de chaque pays du G5. Et maintenant, à l'intérieur, c'est les forces de défense et de sécurité et les partenaires Barkhane et autres qui devraient vraiment gérer cela. Mais la situation, dire qu'elle s'est améliorée de façon positive, là, c'est ce qui vraiment, je ne partage pas l'avis de la conclusion des chefs d'État. Parce qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, les choses s'empirent. Les choses s'empirent. Et en plus fort, en plus des terrorismes, il y a le banditisme également qui s'accroît du jour au lendemain parce que il y a une question qu'ils ont parlé. Non seulement le système militaire, et aussi le système de développement. Tant que les localités ne sont pas développées du jour au lendemain, ce n'est pas les terroristes, mais c'est les gens entre eux-mêmes qui vont s'entretuer par l'extrême pauvreté qui va s'installer.
Alors, Monsieur Keïta, Abba Kassambara estime qu'aujourd'hui, l'insécurité reste grandissante à travers le pays, alors que le communiqué du sommet de N'Djamena se félicite en estimant que le niveau de coopération entre les armées nationales, Barkhane ainsi que la force G5 Sahel n'a jamais été atteint à ce niveau. La coopération n'a jamais atteint ce niveau. Bon, écoutez, on est dans la gestion des opinions, parce que vous savez très bien que c'est pourquoi je parlais de diplomatie. Justement, quand vous parlez de diplomatie en français facile, est-ce tout simplement du mensonge? Oui, je ne dis pas forcément que c'est du mensonge. Parce que souvent aussi, on se sert du mensonge pour construire. Vous savez, quand on est chef et quand on ne l'est pas, ce n'est pas la même chose. Donc, quand je parlais de diplomatie, ça voudrait dire quoi? En France, il y a évidemment des voix qui commencent à s'élever à l'intérieur même de la France pour dénoncer. Un rapport indique que 51% des Français sont contre la présence militaire de leur pays au Mali, ou sinon même dans les pays de ce qu'on appelle le Sahel. Mais il y a aussi des voix qui se sont levées quand même le 20 janvier. C'est par coup de gaz lacrymogène et de matraques qu'on a empêché en tout cas des Maliens mécontents de la présence militaire française au Mali de manifester. Donc je pense que les chefs d'État, que ce soit celui de la France, que ce soit celui des pays du G5 Sahel, notamment pour le Mali, je pense que leur opinion, dire que le niveau de coopération n'a jamais atteint ce niveau-là, on est dans la gestion de ces opinions dissidentes, donc qui ne veulent pas aujourd'hui, que ce soit à l'intérêt de la France, que ce soit à l'intérêt de différents pays, qui ne veulent pas aujourd'hui voir la France en tout cas dans ces pays, parce que pour eux, la présence militaire française n'a pas beaucoup changé, au contraire. Malgré la présence française, on voit très bien que l'insécurité, les crimes, les morts ne font que grossir. Ça n'a pas empêché en tout cas des milliers de civils et de militaires de mourir. C'est vrai qu'il y a eu Kona, on a stoppé l'avancée des terroristes en 2012, je crois, à Kona. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, qui est positif dans la chose. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le point de vue des populations, il faut en tenir compte. C'est comme si les populations formulent aussi des revendications. Je pense qu'il ne faudrait pas le prendre à mal. Même ceux qui marchent, ceux qui manifestent, on ne devait même pas les empêcher de le faire. Parce que ça peut aussi servir de pression à la fois sur les autorités de nos différents pays, mais également sur les autorités, sur nos partenaires également, en tout cas à prendre plus au sérieux. Je ne dis pas qu'ils ne prennent pas au sérieux, mais à mettre en tout cas plus de sérieux dans la gestion quand même parce qu'il y a quand même aussi assez de danger, si vous voulez, on en parlera s'il le faut. Il y a beaucoup de danger. Mais déjà, ce discours diplomatique qui n'est pas partagé par certains habitants, certains Maliens, est-ce que vous pensez qu'il a un impact positif ou négatif, puisque ça risque de frustrer, selon certains observateurs, davantage les Maliens? Bien entendu, ça, surtout quand j'ai entendu Macron dire dans son intervention, sa conférence de presse d'aujourd'hui, il a dit que les autorités de la transition du Mali, je crois qu'elles ont beaucoup fait en 3 à 4 mois, plus que les autorités maliennes auxquelles ils ont succédé, donc qui ont fait 4 ans ou en tout cas 3 ans de gestion de ce problème. Et donc, vous imaginez ce que ça fait donc, au niveau de l'opinion nationale malienne. Et donc, c'est quand même pour pousser davantage les Maliens contre ces autorités qui sont là. Maintenant, pourquoi Macron veut pousser aujourd'hui l'opinion malienne contre les autorités de la transition? Est-ce qu'au-delà de la diplomatie, est-ce qu'aujourd'hui Macron a le même point de vue que nos autorités par rapport à la gestion de l'insécurité qui sévit dans le pays il y a plus d'une décennie maintenant, ou en tout cas environ une décennie. Abba Kassambara, pensez-vous que les autorités devraient gérer cette situation de façon diplomatique ou tout simplement dire la vérité aux populations? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de diplomatie. Là où les vies des personnes humaines sont engagées, et là où vraiment l'insécurité alimentaire est agrandissante au jour le jour, là où les activités de développement, de commerce, de transport, de déplacement, d'aller et revenir sont menacées tous les jours, je pense qu'on devrait être plus franc.
Surtout que, vous avez eu la participation, elle n'est pas que les 5 pays du G5 Sahel. Il y a eu les pays voisins qui étaient là, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Espagne et autres. Et ensuite, les institutions internationales qui sont là, qui, peut-être au départ de la création, ont promis beaucoup de choses à cette organisation, mais qui n'arrivent pas peut-être à avoir les politiques, les moyens de sa politique pour pouvoir vraiment opérer. Moi, je pense qu'il faudrait dire la réalité. Peut-être le G5 Sahel, il n'y a pas que le Mali. Peut-être la situation s'est améliorée dans d'autres pays, mais quant au Mali, dans la partie où nous sommes, vraiment, il n'y a pas d'amélioration par rapport à ce qu'ils ont dit. Mais est-ce que toutes les vérités également sont bonnes à dire? Donc, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais quand même, il y a certaines choses qu'il faut vraiment constater. Et la collaboration, bien sûr, on peut l'accentuer. Et voilà, si vous partez par rapport à leur même conclusion, au certain point, on parle sur les réformes. Quand vous demandez à réformer, quand même, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, là, c'est ce qu'il faut chercher. Vraiment, nous, on avait un grand espoir lors de la venue du G5 Sahel, mais maintenant, le mot G5 Sahel même fait peur, parce que pour nous, c'est une source d'insécurité même, compte tenu de l'attaque qui a été faite ici au siège à Mofi. Et depuis ce jour jusqu'à présent, les gens même ont peur de ce mot. Donc, pour vous dire que les autorités ont porté beaucoup d'espoir sur eux. Quand ils étaient venus, on a vu en 1 mois, 2 mois, des actions ont été bien faites. Mais depuis lors qu'il y a eu des courses aux places, vraiment, ils ont commencé à relâcher, selon moi. Vous parliez d'effectifs, M. Keïta. Est-ce que l'annonce de l'envoi de 1200 soldats tchadiens dans la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pourra changer quelque chose? Non, bon, je pense que ce n'est pas qu'une question aussi d'effectifs. C'est vrai que j'ai dit qu'il faut augmenter le nombre d'effectifs. Je suis tout à fait d'accord. Mais je disais aussi qu'il y a aussi des enjeux. Bon, moi, personnellement, je me suis dit que est-ce qu'on a la volonté réellement aussi d'en finir avec le déploiement. On a qui? Les autorités maliennes elles-mêmes? Non, pas les autorités maliennes, mais la France surtout. Est-ce que la France aujourd'hui veut se retirer du Mali? Mais quel intérêt la France pourrait y gagner? Non, mais vous savez quand même que la France a beaucoup d'intérêt dans les pays du Sahel. Vous prenez par exemple Areva, donc, qui est fortement implanté dans le Sahel. Vous prenez tout Bamako est devenu station Total Shell. Ça, ce sont des intérêts français. Aujourd'hui, si vous voulez que la France parte, il faut s'attaquer à ses intérêts. Donc, vous voyez, si la France est là, c'est pas forcément pour protéger les Maliens, c'est aussi pour protéger sa population. Parce que donc, elle a intérêt à bien lutter contre le terrorisme et aider à stabiliser cette zone. Oui, mais en même temps, ce qu'il faut aussi signaler, si elle a intérêt à lutter contre le terrorisme, elle n'a pas aussi intérêt à donner l'impression comme si on est arrivé à bout du terrorisme, parce qu'en ce moment, donc, les populations auront, en tout cas, le point de vue des populations aura une légitimité, à savoir le départ donc, de l'armée française, alors que l'armée française est là de plus en plus pour sécuriser ses intérêts. Il y a aussi d'autres pays aussi qui sont en train de venir dans ces pays-là. Et donc, voilà, quand on a ces entreprises, surtout des entreprises qui rapportent beaucoup à la France, et forcément, donc, il faut une présence militaire, surtout quand on sait que les armées locales ne peuvent pas sécuriser ces intérêts-là. Donc, il faut forcément que la France soit là pour... Alors, le rapport selon lequel 51% des Français veulent le départ des soldats français qui sont présents dans le Sahel, est-ce que ce rapport n'est pas fiable ou est-ce que ce sont ces Français-là qui demandent le départ, qui n'ont pas compris l'objectif de la présence de leurs soldats dans la zone? Mais vous savez, tous les peuples sont gérés de la même manière. Hein. Moi, j'ai été en France, donc je connais bien. C'est le même rapport qui lie la population malienne à ses autorités. C'est ce même rapport-là qui lie effectivement aussi les Français à leur autorité. Toutes les informations ne sont pas données. Comme vous l'avez si bien dit, est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? C'est une question. C'est une question, donc on peut se poser. Mais moi, on peut aussi répondre pour dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ou même si les vérités sont bonnes à dire, il y a des manières pour dire, il y a des moments
des endroits où il faut le dire, quoi. Donc, à qui il faut le dire. Donc, il y a tous ces aspects qu'il faut tenir compte, quoi, si on veut dire la vérité. Je pense que ces Français ne sont pas bien informés. S'ils savaient que leur survie, que les autorités françaises étaient en tout cas de se battre pour leur survie, je crois que pour la survie de la France, pour la grandeur de la France, je pense que ce qu'ils sont en train de prendre comme position, comme opinion, donc ils pourront changer d'avis. Donc maintenant, mais est-ce que les autorités de ces pays du Sahel, les armées de ces pays du Sahel sont également complices avec les autorités françaises, ou est-ce qu'elles ne voient pas tout simplement ce jeu dont vous êtes en train de parler? Bon, ils peuvent voir ce jeu, mais le problème c'est quoi? Quand on est des États faibles. Nous sommes des États faibles. Et donc, quand on est faible, vous imaginez ce que ça fait, quoi. Donc, c'est dommage de constater que nous sommes faibles. Mais la réalité, c'est que face à un pays comme la France, tout le Sahel réuni ne pèse pas. Donc, c'est ça aussi le problème. Mais peut-être que ce qui pourrait aider nos autorités, c'est aussi de s'appuyer sur leur population, sur leurs différentes populations. Je pense que pour lutter contre, pour que ces pays, en tout cas, puissent tenir face à la France, il faut en tout cas l'implication forte des différentes populations. Abaka Sambara, êtes-vous d'accord avec... On ne peut battre la France que sur un terrain politique. Sur le terrain militaire, on ne peut pas. Sur le terrain économique, on ne peut pas. Donc, il faut jouer sur le terrain politique. Jouer sur le terrain politique, c'est laisser les populations aussi s'exprimer, agir. Est-ce qu'on a réellement envie de lutter contre cette insécurité? C'est la question que se pose M. Baka Bini Keïta. M. Abaka Sambara, êtes-vous d'accord avec lui par rapport à cette question qu'il se pose? Oui, vraiment, moi je pense que la question, j'allais même la poser. Parce que si nous retenons, j'ai retenu au moins 7 points par rapport à ce sommet. Et tous ces points-là, d'abord, moi je pense que c'est des rêves. La réalité, c'est les deux premiers. La pandémie, elle est une réalité, mais quand même qu'on devrait donner à d'autres structures de l'espace de gérer. Et le deuxième point, c'est sur la situation sécuritaire. Normalement, le G5 était venu d'abord par rapport à ce premier point. Et ils ont parlé encore sur le développement. C'est vrai, le développement et la sécurité vont ensemble, mais quand même, nous ne voyons pas réellement, jusqu'à présent, l'engouement et la volonté, et les politiques même de cette organisation d'aller vers ce sens-là, de la situation, d'améliorer la situation sécuritaire. Vous avez vu, particulièrement en allant vers le bas, ils ont pris la situation du Mali, sécuritaire au Mali. Et donc, ça veut dire que ça ne va pas. C'est pour ça que jusqu'à présent, on a pris singulièrement parmi les 5 seulement la situation sécuritaire du Mali dans la conclusion. Et les autres 4 pays, il n'y a pas de problème de sécurité. Et il a si bien dit, il y a un problème. Moi, je voudrais attendre les communautés internationales, en plus des aides financières qu'ils font, c'est le renforcement des capacités de nos hommes qui sont sur le terrain. Là, c'est ça. Le renforcement des capacités et la coopération en termes de renseignement. Le Sahel, c'est vide. Il n'y a pas de forêt, il n'y a rien. Les gens commencent, des colonnes peuvent venir attaquer et s'éclipser sans qu'ils soient vraiment vus par tout cet arsenal qu'ils ont en matière de renseignement. Alors que nous, nos éléments ne l'ont pas. Et là, mais à l'issue de ce sommet, ils ont parlé de la poursuite des efforts de formation et de conseil au profit des forces armées nationales des pays du G5 Sahel. Est-ce que ce discours est convaincant pour vous? Pas du tout, parce que beaucoup ont été dit. Tant qu'il n'y a pas une coopération en termes de renseignement, moi, je ne serais pas d'accord avec ce discours. Et l'enforcement des capacités en quoi? C'est en logistique et en formation. Mais tu as été beau formé, tu as été beau équipé, si tu n'as pas de renseignement, c'est zéro. Alors qu'ils ont les moyens de renseigner. Et quand il y a une menace dans une zone, 48 heures, 72 heures après, vous allez entendre les puissances dire à tous leurs compatriotes qui sont là-bas de dégager ou bien de faire ceci, cela, parce qu'ils ont pris connaissance de quelque chose. Alors que nous, nos éléments manquent de cela. Et là, je rejoins M. Keïta en disant que les États doivent vraiment travailler avec les communautés à la base pour pouvoir vraiment éradiquer ce phénomène-là. Parce que c'est cette communauté qui est en contact direct avec ces forces de masse. Et ils le voient à longueur de journée, ils communiquent, ils font tout, ils ont leur poids sur leur dos,
Mais si l'État arrive vraiment à s'approcher de sa communauté, on ne peut pas défendre une communauté sans pour autant être en contact avec elle. Ce n'est pas possible. Alors qu'ici, les gens, il faudrait qu'il y ait cette police de proximité et de médiation entre la communauté et vraiment cette organisation qui regroupe ces 5 États. Vous parlez de renseignements, je vais poser la question à M. Keïta. Est-ce que ceux qui sont jugés être les ennemis des États du Sahel et leurs partenaires sont plus renseignés que les forces qui sont en train de lutter contre ceci, ou est-ce qu'ils seront tout simplement plus engagés que les États? Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais aussi ajouter un élément par rapport au fait que je suis un peu sceptique quant à la volonté, en tout cas réelle, de la France de lutter contre le terrorisme. C'est le fait qu'il y a aussi un autre enjeu, c'est qu'il y a la lutte contre l'immigration clandestine. Je pense que derrière ce déploiement également, est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'empêcher de casser les flux que Kadhafi gérait, je crois, avant l'éclatement de la Libye avec l'assassinat de Kadhafi. Donc je pense qu'aujourd'hui, est-ce que la forte présence militaire européenne, je ne dirais même plus désormais française et européenne, pour ne pas dire mondiale, dans le Sahel, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de gérer ce flux migratoire? Moi, je me pose la question. Maintenant, est-ce que ceux qui combattent aujourd'hui les djihadistes, engagés ou mieux est-ce renseignés? qu'ils sont plus engagés ou mieux renseignés plus que nos États? Bon, en tout cas, ça peut quand même amener aussi les gens à soupçonner si ceux qui se disent combattre le djihadisme, est-ce qu'ils ne sont pas aussi quelque part aussi partenaires à ces gens-là? Même si ce n'est pas de façon directe, parce qu'on sait quand même qu'ils ont assez de moyens de renseignement, d'information pour regarder, par exemple, on a libéré pratiquement les régions de Gao, les régions de Mopti, les régions de Tombouctou, mais arrivé à Kidal, on ferme la porte. Et à ce niveau-là, s'il y a quand même le chef rebelle ou le chef djihadiste Yad qui se trouve à Kidal, les Français ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas où se trouve exactement Yad. Donc on peut se poser la question. Il y a Amadou Koufa, on dit qu'il est dans la région de Mopti. Est-ce qu'ils peuvent dire qu'avec tous les moyens dont ils disposent, qu'eux, ils ne savent pas où exactement vit Amadou Koufa? Donc, sincèrement, il y a des questions, on n'a aucune preuve, mais c'est des pistes de réflexion, c'est des pistes de questionnement. On peut se poser des questions de ce genre. Si réellement, là, on ne peut pas dire que ceux qui sont désignés djihadistes, en réalité, ne sont que des instruments, quoi. En tout cas, ne sont que des pions pour les puissances. En parlant de renseignement, un renforcement et une modernisation de l'outil de défense de la force G5 Sahel est également annoncé. Est-ce que ça pourra changer quelque chose? Bon, c'est des belles déclarations. On l'a dit, on a annoncé de grosses sommes à un moment donné. Justement, parce qu'on est arrivé à mobiliser 3 milliards d'euros de ressources supplémentaires. C'est aussi un symbole clair de la priorité que la communauté internationale donne à ses partenaires au Sahel, a déclaré Arantxa González Laya, ministre espagnol des Affaires étrangères, présidente de l'Alliance. Oui, c'est-à-dire, j'ai dit qu'on avait annoncé de grosses sommes d'argent qui n'avaient jamais été, en tout cas, mobilisées réellement sur le terrain. Et donc, si on promet également de mettre à la disposition, des outils de défense moderne. Oui, des outils de défense moderne. Bon, ça reste une déclaration et on le verra, le terrain va juger. Moi, je pense qu'il faut observer, il faut donner le temps au temps pour voir. Vous semblez pessimiste par rapport à la réalisation des déclarations faites et certains Maliens le sont souvent. Qu'est-ce qui explique cette situation? Je ne sais pas que je suis pessimiste, mais je suis prudent. Et ma prudence vient du fait de la réalité de ce qui s'est passé avant. On est dans cette lutte contre le terrorisme depuis, ça fait quand même environ 10 ans.
Et on a l'impression qu'on recule, qu'on n'avance pas. Et donc, je pense que même si je suis pessimiste, d'ailleurs, je pense que j'ai une bonne raison. Et moi, je ne le suis pas, mais ceux qui le sont, moi, je les comprends tout à fait, quoi. Voilà qu'ils ont une bonne raison d'être pessimistes. Au regard des enjeux internationaux qui sont là, au regard du fait qu'il y a ce qu'on appelle la guerre des grandes puissances, la guerre secrète des grandes puissances en Afrique. Donc quand on prend tous ces aspects-là en compte, on peut bien se poser, en tout cas, on est vraiment en légitimité de se poser certaines questions, quoi, ou en tout cas même de douter, quoi, de certaines volontés. 1200 soldats de plus et plus de 3 milliards d'euros de ressources supplémentaires. Est-ce que cela va changer quelque chose, Abba Kassambara? Bon, je dis que ce que je dis, les ressources, tant que ça ne rentre pas dans le renforcement des capacités et dans la réforme des armées nationales, c'est un peu à l'effet. Moi, c'est ce que je dis. Il faudrait que chaque pays puisse d'abord renforcer ses forces de défense et de sécurité et avoir une très bonne collaboration avec la communauté, la société, c'est-à-dire la communauté de base, les civils et autres, pour pouvoir vraiment aller à l'union. C'est-à-dire que la collaboration entre États, chacun vient avec ses forces. Et même si nous sommes tous faibles, qu'est-ce que nous allons faire? Ceux qui promettent, j'ai dit, de l'argent, nous voyons à longueur de journée ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce qui m'a tiqué du tout, on va jusqu'à inciter un prix pour la culture de la paix, pour des gens qui vont, des individus, des organisations et des institutions qui vont s'engager. Alors que l'essentiel d'abord, c'est de renforcer cette sécurité au niveau des frontières et de demander aux armées nationales vraiment de veiller à la sécurisation de l'intérieur des pays. Et tant que nous n'allons pas vers ça, c'est-à-dire qu'on laisse tous ces problèmes-là, tous ces trucs, nous sommes à un niveau où la sécurité elle est vraiment menacée et les gens sont en train de disparaître n'importe comment. Des enlèvements et des trucs se font à longueur de journée et partout. On nous parle vraiment des prix et autres. Moi, je pense que les montants qu'ils doivent mener, c'est d'aider chaque pays de G5 Sahel d'abord à réformer et à renforcer d'abord ses forces de défense et de sécurité. Et c'est l'ensemble de ces forces qui vont coopérer pour aller gérer la sécurité au niveau des frontières. Et si c'est les élites qui sont pris pour les amener au G5, et si les restants ne sont pas formés, ne peuvent pas venir en appui à ceux qui sont aux frontières, qu'est-ce qui va se passer? Et M. Kassambara, en matière d'appui au déploiement de l'État, des administrations et des services sociaux de base, le sommet de N'Djamena a également demandé une accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Alors, il y a quelques jours, le CSA qui s'est tenu à Kidal, le ministre de la Réconciliation avait annoncé que le drapeau malien a flotté à Kidal et que les services d'État commençaient déjà à être présents dans la région. Est-ce que vous voyez une évolution par rapport à la mise en œuvre de l'accord concernant le drapeau du Mali qui a flotté à Kidal? J'ai vraiment du respect pour le drapeau du Mali. Et ce qui a été fait même aujourd'hui, c'est vraiment, ça m'a laissé je ne sais pas. J'ai eu comment 3 jeunes peuvent rentrer et aller défendre le drapeau qui a été monté et félicité devant tout le monde. Donc ça veut dire que c'est du folklore, quoi, en réalité. Le drapeau doit être hissé, mais 3 jeunes se lèvent pour aller descendre ça dans le gouvernorat. Vraiment, c'est des mises en scène qui se font, quoi. En réalité, nous devons dépasser tout ça. La sincérité doit venir de toutes les parties. Vraiment, de toutes les parties, pour qu'on sache que les gens veulent aller vers la sécurisation des biens et des personnes, pour que la libre circulation des biens ait la bonne volonté. Tant que cela n'existe pas, vous voyez, la sécurité, souvent, c'est des mots de jeu, ce n'est pas des mots de vente. Ce que les gens voient, c'est ce que nous disons. Vraiment, il est temps que les gens sortent de ce magouillage. Il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire, mais il y a certaines vérités aussi qui, si elles ne sont pas dites, rien ne va aller. Il va falloir qu'on sorte. Moi, pour le drapeau, ça, c'est vraiment du folklore et c'est pas ça. Quand on use le drapeau, normalement, toutes les autorités doivent retourner rapidement et faire le truc.
Kidal, c'est loin, même dans la région de Mopti. Combien sont des localités où l'administration n'est pas présente? Je ne dirais pas que l'État est absent. L'État, ce n'est pas que les représentants de l'État. La population fait partie de l'État, le territoire fait partie de l'État. Et donc, c'est une partie de l'État qui n'est pas présente. Et ceux-ci sont gérés par qui? Ils sont gérés par les maîtres maintenant du lieu. Et c'est pour ça que je dis absolument, il faut passer par cette communauté, il faut passer par cette population pour atteindre ceci-là et vouloir communiquer avec eux et savoir qu'est-ce qu'ils attendent réellement de cet État-là. Tant qu'il n'y a pas de contact entre vous et ceci, et la communauté, elle est là aujourd'hui, elle peut être vraiment un relais entre l'État et ses occupants, ceux qui ont occupé maintenant la place de l'État dans ces zones-là. Alors, M. Keïta, certains parlent de dialogue, M. Karsambra en parlait tout de suite. Est-ce que vous pensez que, même à travers un dialogue, ces personnes qui empêcheraient aujourd'hui la présence de l'État dans certaines zones du pays ont intérêt à accepter cette présence de l'État? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais réagir un tout petit peu à la question qui a été posée à Kassambara, mais aussi appuyer, comment dirais-je, une de mes idées que j'ai avancées par rapport, en tout cas, au doute que moi j'ai quant à la volonté, en tout cas, de la France d'en finir avec le terrorisme dans le Sahel. Vous vous rappelez très bien, lorsque Macron, bon, je dirais, diplomatiquement invité, mais je dirais de façon militante, quand il convoquait... Rappeler à l'ordre? Oui, quand il convoquait nos chefs d'État à Pau, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il y a des Maliens, surtout, il s'adressait surtout à Ibeka, qu'il y avait des jeunes Maliens qui étaient manipulés par d'autres puissances. Donc, vous voyez, maintenant, quelle puissance? Et donc, il y a maintenant, s'ils sont manipulés par... Est-ce que ça veut dire que le Mali, notamment, se retrouve dans une guerre de grande puissance? Mais bien entendu, c'est ce que j'ai dit, que nous sommes victimes des enjeux géostratégiques, des enjeux géopolitiques des grandes puissances, de ce que l'autre appelle, Pierre Péan, la guerre secrète des grandes puissances. Et ça pourrait être la France et quelle autre puissance? La France, la Chine, la France, la Russie, donc en tout cas, les puissances s'affrontent, mais elles ne s'affrontent pas directement, elles s'affrontent à travers des pays interposés. Et je pense que quelque part, les pays du G5 Sahel sont victimes aujourd'hui de cette situation-là, malheureusement. Maintenant, pour revenir en tout cas à la question que vous avez posée à l'autre quant au fait que le drapeau malien a flotté à Kidal, comme l'a dit le ministre. Mais le ministre a dit aussi que lorsque le journaliste lui a posé la question de savoir qui a sécurisé la cérémonie, il a reconnu qu'il n'y avait qu'un bataillon de l'armée malienne. Donc la sécurité de la cérémonie a été bien assurée. Ça veut dire que les Maliens étaient sur un territoire étranger et donc la sécurité ne pouvait pas être assurée par les Maliens. Donc la sécurité devait être assurée par les militaires, les forces armées en tout cas du territoire en question, donc à ce que certains appellent Azawad. Donc moi je pense qu'il a... Vous savez, quand on est acteur et quand on ne l'est pas, on n'est pas dans la même situation. Donc nous on peut parler librement, on peut tenir un certain discours, un ministre, il peut dire certaines choses, mais avec beaucoup de subtilité, de manière à ne pas blesser des partenaires. Parce que moi, je peux parler, on peut ne pas en tenir compte à un certain moment, mais si ça vient de la bouche d'un ministre, vous voyez ce que ça fait. Maintenant, la question que vous... Du dialogue, est-ce que les djihadistes, notamment, vont accepter ce retour de l'État dans les zones dans lesquelles il n'est pas présent? Ça sera à condition. Ça sera à condition. Quelles pourraient être ces conditions? Ils se sont engagés dans ce projet pour des objectifs bien déterminés qu'eux ils connaissent. Certainement, s'il y aura dialogue pour que l'administration retourne, l'administration ne va pas retourner comme ça. Donc il faut dialoguer peut-être que aussi avec les djihadistes. Qu'est-ce qui est acceptable aujourd'hui pour le Mali par rapport aux revendications qui sont portées par ces groupes-là, que ce soit djihadistes ou pas, et quelles sont les revendications que le Mali ne peut pas... C'est-à-dire que des
des points à ne pas franchir, quoi. Donc je pense qu'il faut aller au dialogue aujourd'hui avec le problème d'ailleurs c'est-à-dire que la situation, ce qui a compliqué la situation, c'est la division des groupes armés. On a divisé les groupes armés en groupes rebelles et en groupes djihadistes. Je pense que c'est ça. Or, ce sont les mêmes éléments. Tantôt ils sont aujourd'hui djihadistes, tantôt demain ils ne le sont pas. Donc vous voyez ce que ça fait. Mais sans dialogue, est-ce que militairement, les États du Sahel et leurs partenaires sont capables de réellement lutter contre ces djihadistes? Non, mais en réalité, même le Mali peut lutter contre ces gens-là en réalité. Ils ne sont pas aussi nombreux que ça. S'il y a une volonté... Donc, qu'est-ce qui retarde cette lutte? Oui, c'est ce que j'ai dit, que nous sommes en proie, nous sommes pris en étau par comment dirais, des enjeux géostratégiques, géopolitiques, des grandes puissances. Alors, M. Kassambra, pensez-vous que les causes profondes de l'insécurité au Mali sont réellement connues, notamment? Les causes profondes de l'insécurité au Mali sont connues. Et maintenant, je vais parler selon ma foi. Et je dirais que, pensez-vous que, pour revenir à la question que vous venez de poser tout de suite à M. Keïta... Est-ce que le dialogue seulement suffira? Ou sans dialogue, est-ce que militairement... Oui, le dialogue va suffire. Parce que les gens aussi en ont marre. À un moment, un de leurs chefs l'avait dit, et eux aussi, ils veulent maintenant rejoindre vraiment les agglomérations. Ils veulent quitter la brousse. Les djihadistes? Ils ont envie de dialoguer. Les djihadistes en ont marre aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est ce qu'ils avaient dit à un moment. Il y avait des vocaux sur les réseaux sociaux pour montrer cela, par un chef que je n'aimerais pas peut-être prononcer le nom. Et par rapport à cela, si la France veut aujourd'hui, réellement, si la France veut aujourd'hui, cette histoire dans tout le Sahel va finir. Mais imaginez, c'est elle qui gère au Burkina, c'est elle qui gère au Niger, c'est elle qui gère au Mali et au Tchad, c'est la même chose. Les politiques nationales sont déterminées et déclinées par la France. Et c'est connu et su de tout le monde. Et toute personne qui essaye, tout chef d'État qui essaie de lisser le ton, on va l'appeler et le remettre à l'ordre. Et le soir, nous avons vu le cas d'Ibrahim Boubacar Keïta. Au départ, il ne dit pas question de négocier avec des candidats. Mais on l'a forcé à s'asseoir sur la table. Mais comment se peut-il qu'il y ait un État souverain, responsable dans son propre territoire et acculé par rapport à un groupe minoritaire? Il faut dire les choses par leur nom si nous voulons vraiment comprendre les choses. Alors, M. Kassambra, une autre question. On parle très souvent de la mobilisation de la communauté internationale, mais est-ce que vous pensez que les États travaillent suffisamment pour mobiliser d'abord les communautés locales? Pas du tout. Et je suis vraiment un acteur sur ce terrain-là. Et quand vous descendez sur le truc, c'est les mêmes gens que vous rencontrez à tout moment, dans tous les ateliers, c'est les mêmes personnes qui viennent répondre, ils sont là, pourquoi? Et quand les populations elles-mêmes ont compris aujourd'hui dans le cercle de Koro, vous avez vu que les choses ont commencé à marcher, les foires ont repris à certains endroits, la route Sévaré, la route Koro-Waibia a repris. C'est des initiatives internes par l'aide de certaines organisations qui ont compris vraiment la solution, c'est d'aller vers cette communauté. La non-mobilisation de cette communauté, comme le pense M. Kassambra, peut-elle poser problème? Peut-elle pousser ces communautés-là à choisir un autre camp différent de celui du Mali, M. Keïta? C'est possible. Évidemment, tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut avoir le bonheur, notamment à commencer par la sécurité. Si l'État malien ne peut pas sécuriser ses populations, évidemment, elles vont partir là où elles pourront trouver la sécurité. D'ailleurs, vous avez vu que les gens se sont déplacés à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays. Donc, à la quête, à la recherche d'un endroit où ils peuvent vivre paisiblement. Donc, merci à nos deux invités, Baka Bini Keïta, enseignant-chercheur à l'ENSUP, spécialiste en philosophie politique, et à Abba Kassambra, coordinateur de GVIV Mopti, qui était au téléphone. Je rappelle que vous avez suivi ce grand dialogue en direct sur 85 Radio et en live sur Facebook. Ce soir à 21h30 sur Énergie TV et à 23h sur Renouveau TV et Beledougou TV. À la régie vidéo et audio, il y avait Gagné Kanté et Nouhoum Djiré. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.